Élément vital d'une société dynamique, la culture façonne les expériences et influence le développement des enfants. Avec l'arrivée de la mondialisation et le nombre croissant des nations multiculturelles, il est devenu primordial d'étudier le lien qui existe entre le développement des enfants et la culture. À travers leur culture, les enfants apprennent les comportements et les tempéraments qui sont valorisés ou découragés. Par exemple, l'interdépendance et l'estime de soi sont valorisés dans certaines cultures, tandis que d'autres valorisent l'interdépendance et les liens étroits. Alors la question qui se pose et laquelle nous essayons de répondre, mes amis et moi, est comment la culture modèle-t-elle le développement de l'enfant. C'est ce que nous allons voir par la suite par des exemples réels de plusieurs civilisations et cultures. Let's think a minute about different things that may be considered part of a person's culture. What could we include? Most definitely food, art, music, religion and clothing. Just to name a few. But why is this important? No matter where we live or what we do, our cultural background gives us a sense of identity, something we learn when we are very young. America is a beautiful melting pot, full of languages, religion, backgrounds and culture. It can be difficult to both learn and teach when there are cultural differences. It's important for educators to identify and understand how culture impacts early children development in order to help all children feel safe, confident and loved. Let's take a look at the 5 major categories or development domains, through which children grow and progress and see how they are impacted by culture. How we think and learn is referred to as cognitive developments, and our brains do the most growing from ages 0 to 3. How is our learning impacted by our culture? Cultural identity might influence cognitive development in the following areas. Firstly, cultures that integrate musical performance into daily life may see the benefits of creative thinking or cognitive development. Secondly, cultures that value the math and science fields are likely to foster the kind of cognitive development. Thirdly, cultures with limited diversity or strained in intercultural dynamics can leave our group feeling superior or inferior to another, think sexism or racism. A child's emotional development can also be impacted by their culture. Emotional development is how children learn to process their feelings, and children who have strong religious convictions may also have emotional and spiritual support networks to help them develop emotionally. On the other hand, some children have had the opposite experience with their religious community and are emotionally stunted. Some cultures are more emotive than others, and so children who are from more reserved cultures may not have the same exposure to outward expressions of the full range of human emotion. Culture can have positive and negative effects on social development. Social development refers to getting along with others. Children benefit from diverse social experience and foster a culture of acceptance and inclusion. Sometimes cultural identity helps with social development by providing shared interests and activities to enjoy. Children learn to articulate their culture and share with the others by comparing interesting cultural topics with each other. Physical development, such as how a child grows and the development of motor skills, can be impacted by cultural identity. Cultural factors like dietary restrictions and lifestyle choices may improve or impede a child's growth. Malnutrition, hunger, child obesity, eating disorders, and healthy aging body images are challenges that different cultures deal with in different ways. This is very important for teachers to be aware of these differences and be sensitive towards these issues. Et si on faisait un tour du monde des méthodes d'éducation? En France, la nourriture fait partie des grands plaisirs de l'existence. On prend souvent le temps de cuisiner de bons et sains petits plats et de se retrouver à table pour le repas. Les enfants participent parfois à la préparation des repas. Ils peuvent à la campagne ramasser des légumes qu'ils auraient fait pousser ou des œufs dans le poulier familial. On demande généralement aux enfants de goûter avant de refuser de manger.
parents n'ont pas les moyens d'acheter une poussette ou n'en voient pas l'utilité. De nombreuses routes sur Terre sont impraticables avec des poussettes, comme en Nairobi. Au Kenya, trafic important, poussière, trottoirs étroits et abîmés. Les mamans portent leur bébé et elles ont toujours eu l'habitude de porter de lourdes charges, donc cela ne les fatigue pas. Beaucoup pensent aussi que le bébé avant tout a besoin d'être au contact de sa mère, jusqu'à ce qu'il sache marcher. Les mamans font alors tout avec leur bébé sur le dos, courses, traite de vache, etc. En général, si les bébés chinois ont des couches, les premiers mois, cela ne dure pas. On leur fait régulièrement faire le petit bébé en disant psit. Parfois, n'importe où. Dans un sac en plastique, ils portent des petits pantalons fendus au niveau d'entrejambe. Pour des raisons pratiques, bien sûr. Les parents chinois sont détenus par rapport à la nudité, aux fluides corporels et aux petits accidents. Dans les villes, on utilise de plus en plus les couches jetables et globalement, les choses évoluent dans ce sens. En Occident, on pense qu'il n'est pas bon de s'y prendre trop. L'enfant doit être capable de se gérer seul et impliqué dans cet apprentissage pour éviter d'éventuels problèmes plus tard, comme l'inertie. En Chine, on trouve au contraire qu'il est malsain de laisser un bébé dans l'humidité et la chaleur des couches. Et bien sûr que ça coûte de plus en plus cher. Les pères Pime-Aka passent autant de temps que leur mère auprès de leur bébé. Il arrive même que les pères donnent le sein à leur bébé pour les apaiser. Les schémas paternels sont très différents de par le monde. Rien que dans les pays occidentaux, même si les pères s'impliquent de plus en plus d'une manière générale, ils peuvent avoir des rôles très différents allant de très impliqués à peu présents. Cela dépend de plusieurs facteurs, comme le temps passé au travail et son éloignement. Globalement, les pères passent tout de moins de temps que les mères auprès de leurs enfants, alors que la présence des pères est fondamentale. Le rapport à la famille va selon les cultures. Aux États-Unis, les enfants, une fois indépendants, sont souvent amenés à partir travailler loin. Ils rentrent régulièrement voir leurs parents, mais ils peuvent rester longtemps sans se voir. Les enfants sont d'ailleurs élevés dans le but d'être autonomes. Ce n'est pas le cas dans de nombreuses cultures où l'on vit dans les familles élargies. Parfois, il est d'usage que l'un des enfants vive chez ses parents jusqu'à leur mort, ou encore que la mariée parte vivre chez ses beaux-parents. Aux États-Unis, les Libano-Américains vivent sous le même toit ou pas loin, font tout en groupe et se déplacent toujours à plusieurs, se gardent les enfants, s'échangent les vêtements, les jouets, etc. Les décisions sont prises sur le groupe familial et non pas pour son propre bien. Ils se considèrent ainsi beaucoup plus forts puisqu'ils mettent leurs capacités et leur argent en commun. Même si ces responsabilités sont parfois lourdes à porter, le côté intrusif ne plaît pas à certains qui finissent par se rebeller à l'adolescence. En Argentine, les gens mangent très tard le soir et les restaurants ouvrent à partir de 22 h. Les parents n'hésitent pourtant pas à y mener leurs enfants. Les nourrissons passent de bras en bras ou dorment dans leurs couffins. Les tout petits dansent entre les tables ou s'endorment sur des chaises. Ils récupèrent le matin et tout le monde trouve ça normal. Les gens aiment être entourés d'enfants et faire la fête entre eux. C'est pour eux plus important que les coucher tôt régulièrement. Les enfants se couchent tout de même plus tôt et ne sortent pas quand il y a l'école le lendemain. Lorsque les élèves se bagarrent, ils ont tendance à rester en retrait, en surveillant seulement qu'ils ne se blessent pas. Ils préfèrent laisser les enfants gérer seuls les conflits pour pouvoir régler seuls leurs conflits plus tard. Les parents japonais en appellent au sens civique de leurs enfants. Ils n'hésitent pas non plus à jouer sur la culpabilité, la honte et à lui montrer qu'il se ridiculise avec sa famille, son école, etc. jusqu'à son pays entier. Les intérêts du groupe passent souvent avant ceux de l'individu dans ce pays où règne le calme et l'ordre. Les enfants sont joués sans amis. Les apprentissages se font entre eux. Ils jouent et se transmettent les savoirs. Dans les petites communautés qui vivent sur les îles polynésiennes, on pratique l'éducation collective, c'est-à-dire que tout le monde participe à l'éducation des enfants, jusqu'à ce que l'enfant marche ou parle. Il reste avec leurs parents qui le cajolent. À partir de 2 ans, ils se retrouvent entre enfants. Par contre, en Occident, on ne considère pas l'enfant comme être capable de se débrouiller entre eux. Les interactions entre enfants sont de plus en plus limitées. Temps d'école, activités parascolaires, extra-parascolaires, jouets, chambres individuelles,
jeux électroniques, etc. On insiste sur le fait que jouer avec son enfant est bon pour lui comme pour leurs parents. Cela renforce les liens, le socialisme et favorise son développement. Dans de nombreuses cultures, comme chez les Mayas, les enfants participent aux tâches du quotidien, même s'ils vont à l'école. Jeux et corvées finissent par se mêler harmonieusement. Le travail est adapté à leur âge et ni difficile ni déplaisant. Les enfants savent qu'il est nécessaire qu'ils aident et sont fiers que l'on compte sur eux. Les choses évoluent tout de même avec l'école, mais la plupart de ces familles considèrent l'effort et le travail comme des nobles vertus. Cela permet d'aider les parents, mais aussi de préparer les enfants à l'âge adulte. Les petits Asiatiques ont en général de très bons résultats scolaires. Les études montrent qu'il n'y a pas de rapport avec le génétique, mais plutôt avec l'implication des parents dans la sphère scolaire est extrêmement valorisée. Elle permet effectivement un meilleur futur pour un enfant, mais aussi pour toute sa famille. Lorsqu'ils ont la chance de pouvoir aller à l'école, ils se surpassent. Pour les émigrés, c'est aussi un concours d'intégration dans la société américaine. Les échecs et réussites sont uniquement considérés comme dépendants de leurs efforts. Et l'ennui, comme on a tendance à le penser aux États-Unis, à des professeurs incompétents, un manque de budget, et on s'y soucie très tôt de leur éducation, achat de jeux éducatifs, etc. Children development is dynamic, interactive process. Every child is unique in interacting with the world around him, and what they invoke and receive from others and the environment also shapes how they think and behave. Children growing up in different cultures receive specific inputs from their environments. For that reason, there is a vast array of cultural differences in children's beliefs and behavior. Consequently, we should pay as much attention to the cultural enrichment of children as to their health and physical well-being, all of which play an especially important role during this period of extraordinarily rapid development. While children are unique and develop at their own pace, the cultural influence on their development is clearly considerable. It may even affect how quickly children reach different developmental milestones. But research on this complicated subject is still inconclusive. Importantly, knowledge about cultural differences can also help us pin down what all children have in common, an insatiable curiosity about the world and the love for the people around them.